Tu sais, je te racontais que en parcourant un peu les réseaux, il y avait une thématique qui revenait assez souvent, qui, je trouve, m'interroge sur notre capacité à être heureux. Parce qu'en fait, il faut être heureux, que ce soit au travail, en famille, dans la société, en fait, dans tous les domaines de la vie. Et finalement, l'idée du bonheur, ben, c'est devenu une norme et j'ai envie de dire presque une injonction, une obligation en fait. D'ailleurs, je sais pas si tu sais, il y a la Journée internationale du bonheur qui est le 20 mars. Raphaël est ma fille, elle a 24 ans et depuis quelque temps, elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. Voilà. Est-ce que je suis assez motivée pour le faire ou pas? Je dirais que lui dire merci, c'est le minimum. Oui, c'est vrai, tu as raison. On le voit partout dans les réseaux sociaux, les entreprises, les médias. Tout est tourné vers une idée très spécifique du bonheur. Tu vois, c'est un bonheur qui doit être visible. Ouais. C'est un bonheur qui doit être affiché, quasiment prouvé. Et si tu rentres pas dans ce modèle, ben, tu pourrais être perçu comme quelqu'un qui fait pas d'efforts, quoi, tu vois. Ouais. Parce que très clairement, derrière cette injonction au bonheur, il y a une vraie pression sociale qui dit que eh ben, si tu n'es pas heureux, en fait, le problème vient forcément de toi. Oui, et comme tu le dis, ça fait vraiment une pression énorme parce que, en fait, on ne parle pas de bonheur qui est spontané, mais plutôt d'un bonheur qui va être normé, qui va être cadré, voire en fait imposé. Et finalement, ben, on peut se rendre compte que ça devient une exigence. C'est-à-dire, sois heureux, sois positif, je sais pas, garde le sourire. Comme si, en fait, être triste ou en colère ou même éprouver des émotions qui sont, qu'on va juger négatives ou, je sais pas, ne serait-ce qu'être fatigué, ben, c'est pas acceptable. Et on se rend compte aussi que ça devient un vrai business. Il y a toute une économie du bonheur, en tout cas de la recherche du bonheur, avec les coachs, les formations, des livres, enfin, qui te disent en fait comment, je sais pas, comment être heureux en 10 étapes, par exemple. Comme si le bonheur, c'était une recette toute faite et qu'on pouvait appliquer à tout le monde de la même manière. Et oui, et ça, tu vois, c'est toujours l'idée qui est transmise, mais avec laquelle nous ne sommes pas en accord, l'idée que l'autre est tellement un autre moi-même. Ouais. Donc, il est tout à fait possible d'avoir des normes du bonheur qu'on va appliquer à tout le monde. Ouais, c'est ça, ouais. On est vraiment loin de l'altérité. Hein. Et en tout cas, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et ce qu'on voit arriver dans les entreprises depuis maintenant pas mal d'années, c'est très flagrant, quoi. Avec l'apparition des CHO. Oui, les Chief Happiness Officers. Ouais. On a carrément professionnalisé cette injonction au bonheur, tu vois. Et ces personnes sont là pour optimiser le bien-être des employés. Ouais. Tu vois, après, on va pas se cacher derrière notre petit doigt. En réalité, c'est surtout pour augmenter la productivité. Et quand toi, dans ton entreprise, tu as droit à tout ça et que tu continues à ne pas être bien, ben finalement, ça te crée de la culpabilité parce que tu te dis que la direction met en place des espaces détente, des team building, des séances de yoga, etc., etc. Et en fait, elle s'attend à avoir un retour sur investissement, à ce que en fait, les employés soient reconnaissants et heureux au travail. Et ceux qui ne le sont pas, ben, finalement, ils se sentent en dehors de la norme. En fait, c'est difficile à vivre pour eux. Oui, très clairement, il y a un sentiment de culpabilité. Hein. Et c'est là où vraiment cette injonction au bonheur devient encore plus sournoise parce que c'est pas juste une pression externe, ça devient même une autocensure. Tu vois ? C'est-à-dire que afficher un mal-être, dire qu'on ne va pas bien, c'est en fait afficher un échec. Alors, au lieu d'exprimer ce qu'elles ressentent, beaucoup de personnes choisissent de cacher leur mal-être et finissent en fait par jouer un rôle. Mais là aussi, il ne faut pas se voiler la face. Nier ses émotions, c'est pas du bien-être. Hein. C'est juste du contrôle. Donc, si tu veux, il y a cette idée sous-jacente que si tu n'es pas heureux, eh bien, c'est de ta faute. Et c'est exactement là que l'injonction au bonheur devient un problème parce qu'elle ne prend pas en compte la qualité des relations humaines dans l'entreprise. C'est-à-dire que, peu importe le baby-foot, si ton manager ne respecte pas ton boulot, si tu es sous-payé, si tu n'as aucune reconnaissance, le baby-foot, tu t'en moques, quoi. Oui, ça, tu l'avais raconté dans un podcast précédent où le chef d'entreprise, en fait, il se préoccupait de ce qui était obligatoire pour lui, c'est-à-dire, en fait, les obligations légales, les conditions de travail minimales, la sécurité, avantages sociaux, etc. Mais en fait, tout ce qui touche à la qualité relationnelle, à la reconnaissance, à l'écoute des salariés, ben, ça passe souvent à la trappe parce que c'est pas une obligation réglementaire. Et pourtant, c'est vraiment ça qui fait la différence. Parce que si ton manager te dit bonjour du bout des lèvres,
mais qu'il installe de super fauteuils dans la salle de pause, ben, est-ce que ça change vraiment quelque chose à ta motivation? Je suis pas sûre, je pense pas. Parce que mais clairement. ce qui affecte, ce qui a vraiment un impact sur le bien-être au travail, c'est pas tant les gadgets et je sais pas, les initiatives bien-être, etc. Mais c'est plutôt la manière dont moi je me sens considérée au quotidien. Et je pense que là, on touche un vrai sujet parce que on parle du bonheur comme s'il dépendait d'un environnement ou d'un cadre extérieur qu'on pourrait optimiser avec des méthodes toutes faites. D'ailleurs, regarde, toi et moi, on connaît quelqu'un qui travaille dans des conditions qu'on pourrait qualifier de difficiles. Ouais. Et qui a même peu d'avantages matériels et qui pourtant se sent bien dans son travail parce que il a un excellent relationnel avec toutes les personnes de l'entreprise. Et à l'inverse, d'autres qui ont tous les aménagements, entre guillemets, possibles, mais qui sont en souffrance. Donc, en fait, on voit bien que la différence, elle se situe vraiment dans la qualité relationnelle. Exactement. Alors, attends, parce que je voulais revenir sur un point que tu évoquais tout à l'heure, quand tu disais que la reconnaissance, l'écoute des salariés, ça passe souvent à la trappe parce que c'est pas une obligation réglementaire. Je ne serais pas aussi radical que toi, parce que souvent, si ce n'est pas dans la préoccupation des dirigeants, c'est aussi parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'il y a des dispositifs qui existent pour travailler sur la qualité relationnelle en entreprise. Tu vois, vrai, ouais. Il y a encore cette idée que la reconnaissance, l'écoute, la clarification des attentes des salariés, ce sont des choses naturelles qui devraient aller de soi. C'est pas identifié encore tout le temps comme des compétences, comme des savoir-faire qui peuvent être développés. Ça explique d'ailleurs la raison pour laquelle il y a autant de conflits. Mais tout à fait. Et souvent, ces dirigeants ne cherchent pas volontairement à négliger la qualité des relations. Simplement, ils sont focalisés sur ce que eux perçoivent comme étant des éléments essentiels. La rentabilité, la gestion des équipes, les obligations légales, comme on l'a dit. Et la relation humaine, elle va passer en second plan, pas par manque d'intérêt, mais parce qu'ils n'ont pas toujours la conscience de l'impact direct de cette qualité relationnelle sur la motivation, de cette qualité relationnelle sur la performance des équipes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et les démarches QVT, la qualité de vie au travail, ont cherché à mesurer le bien-être des employés, mais souvent avec des indicateurs qui ne prennent pas en compte la qualité des relations. Ouais. Donc en fait, elles se sont concentrées sur des conditions matérielles ou organisationnelles, sans toujours questionner ce qui fait réellement la différence. L'écoute, comme on l'a dit, la reconnaissance, la clarté dans les échanges, les modes de communication. Et c'est comme ça que les entreprises investissent beaucoup, mais vraiment beaucoup, dans des dispositifs de bien-être, mais négligent la place accordée aux échanges qu'on pourrait qualifier d'authentiques, à l'écoute des attentes, à la reconnaissance des contributions. Tu vois, ce qu'on entend en fait très régulièrement dans les organisations de la part des salariés. Donc en fait, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur la différence qui existe entre quelqu'un qui se sent bien dans son boulot alors qu'il n'y a pas les conditions idéales, et quelqu'un qui tous les matins est malade à la perspective de rejoindre son poste. C'est bien la qualité des relations. Et tu vois, pour extrapoler un peu, la qualité des relations, c'est ce qui donne du sens à notre existence. Que ce soit au travail, en famille, dans la société, c'est la manière dont nous tissons nos relations. Donc on peut être dans un environnement, je dirais, objectivement confortable et ne pas être bien, tout simplement parce que les relations qu'on y vit individuellement, on va les juger superficielles, conflictuelles ou parfois inexistantes. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est là qu'il y a un piège. Parce que, comme on nous répète que le bonheur dépend de ce que l'on possède, de ce que l'on fait et des opportunités qu'on a, on en vient à oublier cet élément fondamental de la qualité relationnelle qu'on construit chaque jour. Et en plus, on a l'impression qu'on peut rien y faire parce que on pense souvent que ce sont les autres qui détiennent la clé de notre bien-être. Vraiment, ouais. Et que si notre chef était plus sympa, si nos collègues étaient plus ouverts, si notre famille était plus compréhensive, alors voilà, tout irait mieux. Du coup, ça nous fait adopter une posture de spectateur. En fait, on subit les relations, on les prend comme elles viennent et on se dit, voilà, c'est comme ça, je peux rien y faire, quoi. Ouais, c'est vraiment le fatalisme fonctionnel dont on parle en ingénierie systémique relationnelle. Mais en fait, c'est une erreur de la pensée. Parce que la qualité relationnelle, je ne sais pas combien de fois on l'a dit, mais on va le dire encore une fois, ça se construit. C'est-à-dire, je peux choisir de ne plus subir les relations.
Je peux choisir de ne pas attendre que les autres changent et d'agir moi-même sur la manière dont j'interagis avec eux. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire que tout devient parfait, mais ça veut dire que je retrouve une forme de liberté. Et ça, c'est extrêmement épanouissant. L'erreur, c'est de croire que le bonheur, c'est une norme extérieure à atteindre. Alors qu'en réalité, le bonheur ou le bien-être, il se joue dans la manière dont je vis mes relations au quotidien. Oui, et finalement, plutôt que de courir après un bonheur qu'on peut qualifier de formaté... Oui, comme une case à cocher, quoi. Exact. Pourquoi on ne se recentrerait pas plutôt sur la manière dont nous vivons nos relations ? En fait, sur la clarté de nos attentes, sur la qualité de nos échanges encore. Parce qu'au fond, c'est ça qui nourrit vraiment des relations qui ont du sens. En fait, des interactions qui nous construisent et des échanges qui nous font avancer dans la vie. Et c'est pas une injonction artificielle à afficher un bonheur permanent qui, au lieu de nous libérer, nous enferme dans une façade où il faut sourire même quand on n'en a pas envie. Ouais. Et puis, tu vois, je voudrais rajouter un élément. Ce serait plutôt pertinent de sortir de cette confusion qu'il y a entre le bonheur et les conditions de travail, tu vois. Ouais. Le lieu de travail, c'est pas un espace où tu vas aller rechercher le bonheur. C'est un lieu où les personnes qui travaillent doivent pouvoir le faire dans les meilleures conditions possibles. Ouais. Et ces conditions-là, ce ne sont pas juste des aménagements matériels, c'est aussi et surtout la qualité relationnelle. Mais ça tombe pas du ciel. La relation de qualité, ça s'apprend. Comprendre comment interagir, comment savoir clarifier ses attentes, comment construire des relations professionnelles qui fonctionnent, c'est une compétence qui est importante, qui va apporter de la satisfaction professionnelle, mais ça ne concerne pas que le travail, parce que ce savoir-là, il est transversal. Ouais. Et il est utile partout, en famille, avec les amis, dans la société en fait. Donc finalement, plutôt que d'imposer une obligation d'être heureux au travail, il serait plus pertinent d'apprendre comment être en relation. Mais bien sûr. Parce que c'est cette qualité relationnelle-là qui influence directement l'expérience que chacun vit dans son quotidien professionnel et personnel. Et personnel d'ailleurs. Parce que c'est vrai que une personne qui va être bien dans ses relations, automatiquement, elle va être bien dans son travail, ou bien dans sa famille, bien dans son voisinage. Enfin, donc on voit vraiment que ça touche tous les secteurs de la vie des personnes. Exactement.